Bon, je vais me contenter de parler de la rupestre du Sahara et commencer par un petit historique pour les gens qui connaissent peut-être pas forcément bien le domaine, montrer quelques exemples de ce que c'est pour les gens. On m'entend bien, ça va? Ça colle? Pour les personnes qui ne seraient pas très familières avec ces images. Et puis je terminerai par... Ensuite, je ferai quelques critiques sur ce qui a déjà été fait, cette bonne guerre. Et ensuite, je terminerai par donc les nouvelles approches, les nouveaux outils. Alors, je commence donc par un petit historique. Je vais parler du Sahara. Évidemment, le Sahara, c'est gigantesque. Vous voyez, si vous reportez la carte de France sur celle du Sahara, on voit très bien que c'est gigantesque. C'est un peu prétentieux, à la limite, de parler du Sahara, tellement c'est vaste. Alors, je vais parler essentiellement du Sahara central, donc. Je vais simplement parler... C'est celui qu'on connaît le mieux du point de vue de l'art rupestre. Et ça se situe, les sites dont je vais parler... Peut-être tout le monde n'est pas familier avec ces noms, donc je vais vous localiser ça. Il y a dans le sud-est de l'Algérie une grande zone qui s'appelle la Tassili Najer. Je rappelle que Tassili, c'est féminin. Et puis dans le sud-ouest de la Libye, pratiquement au même niveau, vous avez un plateau qui s'appelle le Messac. Et entre les deux, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, il y a une autre petite chaîne montagneuse qui s'appelle la Koukas. Donc voilà, ça c'est pour vous planter le décor. Et il se trouve que c'est dans le Messac, donc sud-ouest libyen, que les premières images rupestres sahariennes ont été découvertes en 1850 par Heinrich Barth, qui était, comme vous le savez sans doute, un très fameux explorateur et qui partait sur la route de Tombouctou. Il est tombé par hasard sur des images qu'il a relevées à main levée, qu'il a dessinées à main levée, qu'il a publiées dans son livre l'année suivante. Et pendant très longtemps, en fait, on est resté simplement avec cette connaissance-là. Et bon, je vais sauter évidemment quelques auteurs mineurs, disons mineurs par rapport à la vitesse à laquelle je vais aller, parce que en fait, ça reprend ces recherches, disons, avec Théodore Monod, qui lui a exploré, pendant son service militaire, un endroit qui s'appelle l'Arnet, un petit massif qui s'appelle l'Arnet. Il a fait, lui, des dessins à main levée, on le voit là, en train de faire un dessin à main levée, et on voit le dessin de la gravure qu'il observe, le dessin tel qu'il a été publié dans son livre ensuite. Il a fait également des photographies qui ont été assez peu publiées, mais il a quand même fait des photographies, vous apprécierez le fusil qui donne l'échelle. Et ça introduit cette question, ces photos introduisent la question des techniques de relevé. En 1932, on a Léo Frobenius, l'anthropologue allemand, africaniste allemand, qui faisait des expéditions dans le monde entier. C'est le premier qui a décidé que pour étudier l'Afrique, en fait, il fallait constituer sa propre documentation. Et il a réalisé une énorme documentation, notamment sur l'art rupestre, qui est maintenant conservée au Frobenius Institute à Francfort-sur-le-Main. Lui aussi, il a fait des photos, il a fait d'excellentes photos qu'il a publiées dans un grand livre. Et puis, il a fait appel à des dessinatrices professionnelles qui ont réalisé des dessins qui sont excellents, et les dessins plus les photos, ça donne une documentation qui est quand même vraiment très bonne, comme vous pouvez comparer la photo avec le dessin. C'est des dessins qui concilient l'aspect artistique des dessinatrices avec l'aspect documentaire, parce que les dimensions sont indiquées sur le côté, comme vous le voyez à gauche. Alors ensuite, vous avez Maurice Régas. Maurice Régas, alors lui, du côté de la Tassili Najer. Il a également fait des photographies, mais il a employé un célèbre peintre professionnel qui s'appelait Rigal. Rigal, c'était un grand prix de Rome. C'est lui qui a dessiné le timbre-poste de l'exposition universelle de 1931. Et ça a été publié également. Ensuite, dans la Hagar, c'est un autre massif voisin, disons, du Tassili. À cette échelle-là, on peut dire qu'il est voisin. A également fait des photos, peu publiées, mais il a publié un livre dans lequel il a publié des relevés à la gouache, des calques directs qui ont été mis à la gouache et qui, à mon sens, sont parmi les plus beaux relevés qui a été fait à la main, enfin par cette technique. Vous en avez un exemple ici. Je trouve que c'est très très beau. Et puis on continue, il n'y a pas beaucoup de femmes jusqu'à présent. La première à intervenir à ma connaissance, c'est Yolanda Tchoudi, qui venait de Suisse et qui elle aussi a fait des photos. Le petit livre Peinture rupestre du Sahara, là c'est uniquement des photos. Et elle a aussi fait des calques directs et puis qu'elle a publiés et mis en couleur, comme vous voyez à droite. Ça, c'est dans les années 50. Et avec les années 50, on voit une intensification de la recherche au Sahara central. Fabrizio Mauri, que vous voyez ici, en train de faire un relevé par calque direct. Et c'est lui qui parle. Je le laisse parler. Voilà.
C'est un film dans lequel il raconte ses souvenirs. Et vous le voyez, il fait des relevés par calque direct, directement en mettant un calque sur la paroi, en mettant le calque sur du canson, et ensuite en passant à la gouache devant les peintures elles-mêmes pour essayer de respecter au mieux les couleurs. Alors celui qui a fait ça au même moment, alors ça c'est du côté libyen, c'est dans la Caucase, au même moment, pratiquement, dans les mêmes années, disons dans les années 50, 60, une autre grande campagne de relevés, c'est celle initiée par Henri Lotte, qui procède de la même manière. Vous voyez des images ici, vous voyez l'équipe d'Henri Lotte, les artistes qu'il avait engagés, et qui relèvent les peintures de la même manière, en mouillant les parois, ce qui n'a pas été sans dommage pour la conservation des peintures, malheureusement. Mais il a donc constitué une très grosse documentation qui se trouve maintenant conservée au Musée de l'Homme. Et puis, en fait, après ces grandes campagnes des années 50, 60, il s'est pas trop passé grand-chose, à mon sens, jusqu'en 1980, où intervient quelqu'un qui s'appelle Paul Huard, qui est le général Huard, qui s'est intéressé d'abord au Tchad et ensuite à l'ensemble du Sahara, et c'est pratiquement le premier qui a eu une vision pansaharienne de l'art rupestre. Il avait une connaissance encyclopédique de l'art rupestre, il a publié notamment, entre autres, ces deux énormes livres qui synthétisaient en 1980 toute sa vision de l'art rupestre. Et puis, une dizaine après, intervient quelqu'un d'autre qui s'appelait Alfred Mussolini, qui aussi avait une vision pansaharienne de l'art rupestre. Il a écrit un gros livre qui s'appelle Les images rupestres du Sahara. Et il a pas toujours été bien apprécié par ses collègues parce qu'il a entrepris une démolition systématique, on peut dire, de tous les travaux qui avaient été faits avant lui. Et donc ça l'a fait assez mal voir par beaucoup de collègues, mais il avait parfaitement raison, comme on le verra plus tard. Donc voilà en gros un très rapide historique. Évidemment, je ne peux pas citer tout le monde et tous les sites, bien entendu, dans un panorama aussi rapide que ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90 ? Depuis les années 90, il y a plus de grandes missions de relevé d'art rupestre au Sahara central, mais beaucoup de gens ont publié. Par exemple, si vous regardez sur Internet ou les recueils bibliographiques, vous verrez que beaucoup de livres sont parus, parfois des très gros livres, voilà, d'un niveau très inégal, je dirais, parce que ça va de l'étude assez pointue jusqu'aux livres qu'on offre à Noël, où il y a surtout des photos et pas beaucoup de texte. Et puis, surtout, je dirais, depuis une quinzaine d'années, l'essentiel de ce qu'on connaît de nouveau au Sahara du point de vue de la rupestre, notamment les nouveaux sites, ça a été signalé par des gens qui sont, dans l'immense majorité, membres d'une association qui s'appelle les Amis de l'art rupestre saharien. Si vous cherchez aars.fr, vous tombez sur le site de l'association. C'est une association qui publie des cahiers annuel, c'est un annuaire, et chaque cahier fait en gros 250 pages, et dans ces 250 pages qui paraissent tous les ans, il y a essentiellement des sites nouveaux, et puis des analyses de sites aussi. Et donc, en une quinzaine d'années, ça fait une énorme documentation qui a été réunie, et au bout du compte, si on fait, disons, un panorama, un flashback, si on regarde un petit peu en arrière, on se trouve à la tête d'une énorme documentation sur l'art rupestre. Évidemment, elle est pas toujours bien publiée, elle a été parfois réalisée de façon un peu discutable, elle n'est pas toujours conservée dans des conditions idéales, les lieux de conservation sont très variés, parfois un petit peu en péril, mais il n'empêche qu'on a une énorme documentation sur la rupestre, ça se compte en centaines de milliers d'images. Alors ces images, je vais vous en montrer quelques-unes quand même, parce que ce serait quand même un peu décevant, je pense, pour beaucoup d'entre vous, que de venir à une conférence sur la rupestre du Sahara sans voir une seule peinture et une seule gravure quand même. Donc un peu pour le plaisir et puis aussi pour vous montrer plus tard ce qu'on peut en dire, je vais vous montrer quelques images donc des deux grands sites dont j'ai parlé au début, que j'ai présenté au début. D'abord le Messac. Alors je mets cette photo qui est une belle photo de dune parce que en général on pense que le Sahara c'est du sable, mais vous savez bien que le sable au Sahara ça occupe quelque chose comme 20 ou 25% de la totalité de la surface. Évidemment si avec du sable il n'y aurait pas d'art rupestre. Il y a énormément de cailloux au Sahara, heureusement, parce que comme ça il y a beaucoup d'art rupestre. Au Messac, en fait voilà ce que ça donne, c'est un plateau, donc ici on est au pied du plateau et on regarde
la partie est du plateau, la falaise qui se trouve à l'est. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu au milieu de nulle part. C'est un petit peu désertique quand même, il n'y a pas grand-chose entre le photographe et le plateau. Quand il pleut, quand même, ça reverdit un petit peu. Voilà, vous avez des plantes qui peuvent venir, mais c'est quand même très désertique. Si on monte sur ce plateau qui culmine autour de 1000 mètres d'altitude, un petit peu moins, mais bon, 900 mètres et quelques. Voilà ce qu'on voit. C'est un plateau désespérément plat, triste, parce que les pierres sont noires à cause de la patine du grès. C'est tout à fait noir et on peut marcher pendant des dizaines de kilomètres en ne voyant rien d'autre que le paysage que vous avez sous les yeux. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux lieux du monde. Pas obligé d'être d'accord, mais... En fait, si vous regardez bien cette photo, outre le charme particulier, évidemment, du plateau du Messac, vous remarquerez qu'il y a quand même une petite solution de continuité en dessous l'horizon. Vous avez une petite ligne, ça change un petit peu. Et c'est tout simplement que ce plateau est entaillé régulièrement par des vallées, des oueds, qui, en fait, sont des vallées sèches. Il y a eu des rivières qui coulaient dans ces vallées. Exemple, vous voyez, j'agrandis la petite différence de couleur là, et si on s'approche à pied, on tombe au bord d'une falaise, et au fond, on a un peu de végétation. Là, il y a un peu de vie, parce que sur le plateau, il y a pas grand-chose. Bon, on va trouver des lézards, quelques lièvres, quelques insectes. Il y a un peu de vie qui reste, parce qu'il reste un petit peu d'humidité. C'est quand même parfois assez impressionnant, parce que vous voyez le Touareg qui est assis au premier plan, il donne l'échelle, c'est quand même des belles vallées. Si on descend, sur le plateau lui-même, on voit aussi des restes d'humidité, ce qu'on appelle en arabe des qa'at, ou des daya, c'est des anciennes mares qui sont maintenant complètement asséchées. Je vous en montre une ici, c'est intéressant parce que quand on s'approche de ces mares, très souvent, on trouve autour des traces d'occupation, les gens ont chassé là notamment, et on trouve des restes de pièges, par exemple. Si je descends dans les vallées, lorsqu'on descend dans les vallées, voilà ce qu'on peut trouver. On trouve tout un bestiaire gravé. On trouve des gravures. Chaque fois, presque, qu'on a des parois qui le permettent, eh bien, les gens ont réalisé des gravures, souvent de très grande dimension. On connaît, dans cette zone-là, des éléphants qui sont gravés plus grands que nature. Alors, je vais vous montrer quelques-unes de ces images. Il y aurait beaucoup à dire sur ces images, mais si je veux dire ce que je veux dire après, je vais pas trop les commenter. Je vais simplement vous les montrer pour que vous voyez un peu la qualité graphique, la qualité artistique, la qualité documentaire de ces images. Ici, vous reconnaissez le grand buffle antique. C'est un des intérêts de l'art rupestre, c'est que l'art rupestre permet de voir un peu à quoi ressemblait cet animal. Évidemment, c'est un animal disparu, c'est une espèce disparue. Et on connaît ses ossements, on a retrouvé ses ossements. C'était un buffle redoutable, un animal redoutable. Il y a au musée du Bardo un crâne, un bucrâne de cet animal. Et d'une extrémité de corne à l'autre, on compte 3,27 mètres. Donc c'est un énorme buffle. Déjà, les buffles, disons qu'on connaît actuellement, ne sont pas toujours d'une extrême sympathie. Donc imaginez un animal de cette taille, évidemment que les gens l'ont repéré et l'ont très souvent représenté. C'est un animal extrêmement impressionnant. Et puisqu'on est ici au muséum, n'est-ce pas, Cuvier, je crois, disait que « donnez-moi un os et je vous reconstitue tout l'animal ». Certes, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, parce qu'avec les os, on peut pas avoir la forme des oreilles. Bon, on peut pas savoir, même si on y arrivait, on saurait pas s'il a des poils sur les oreilles, l'animal, ou s'il a une petite barbiche, ou s'il a les oreilles dressées ou pendantes, etc., et s'il a la lippe qui pend un peu, etc. Grâce aux images rupestres, tous ces détails, on peut les connaître. On peut connaître la posture de l'animal, on peut connaître la position de sa queue quand il est en rut, etc. Donc beaucoup d'informations peuvent être tirées de ces images. Ça ne va pas être le propos, là je vous montre juste un petit assemblage de ces gravures pour vous montrer que la grande faune africaine est fréquemment représentée, donc girafe, celle-ci est attaquée par un lion, magnifique antilope, représenté dans un style qui est très intéressant et sur lequel on reviendra, qui est le style du Messac, parce que ce style ne se retrouve que là. Tout simplement, si on dessine une gravure sur un rocher, partout dans le monde entier, les gens ont pris un percuteur, un marteau, un caillou, une boucharde, et puis ils ont frappé sur le rocher, et ils ont fait un creux sur le rocher, et ils ont dessiné comme ça le contour d'un animal. Puis ensuite, peut-être des détails à l'intérieur, l'œil, des choses comme ça, mais c'est tout. C'est ce qu'on a fait dans le monde entier quand on a fait des gravures. Au mieux, parfois, on a poli l'intérieur de la gravure pour la rendre un peu plus différente de la surface extérieure. Ce qu'ont fait les gens du Messac, ils ont eu une idée absolument géniale, c'est qu'au lieu de faire un seul contour, ils en ont fait deux parallèles.
Et comme les deux contours sont parallèles, ça peut faire un effet un peu bizarre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bouchardé l'intérieur du contour interne, et puis aussi un petit peu l'extérieur du contour interne, ce qui fait que le tracé de l'animal a l'air d'être en relief. On a l'impression, quand le soleil joue dessus, que c'est un cordon en relief qui aurait été ajouté sur la paroi. Évidemment, c'est une illusion d'optique, puisque c'est bien gravé, mais ça donne une impression de relief qui est absolument saisissante. Quand le soleil joue dessus, c'est magnifique, et ça n'existe que dans cette zone-là. C'est un style qui caractérise ce qu'on pourrait appeler la civilisation du Messac. Voici quelques autres exemples. Un autre buffle, celui-là, il est piégé. Je vous donne un détail de sa tête pour illustrer ce que je vous disais, c'est que parfois on a utilisé le polissage pour augmenter le contraste entre la roche et puis la partie gravée, dans un effet comme si on faisait un aplat en peinture, par exemple. Autre exemple, un éléphant. Je vous montre un détail de sa tête. Et vous voyez que là aussi, par exemple, pour le contour des lèvres, on a utilisé le double contour. Un hippopotame qui est entièrement réalisé au double contour, vous voyez l'effet que ça donne une sensation de relief extraordinaire. Les détails de la bouche, de la narine, de l'œil, tout ça c'est en double contour. Il y a aussi des animaux domestiques, donc notamment voilà, des bœufs, et la qualité de ce type de gravure est quand même, pour moi, absolument incomparable. Je connais rien de tel nulle part au monde. Et il y a une qualité graphique, une qualité artistique, une qualité de sensibilité, et puis plein de détails qui seraient intéressants de remarquer, comme par exemple l'usage de la perspective. Vous voyez bien qu'il y a la patte avant qui est dans la loupe, là, on voit très bien qu'elle est par devant le fanon et que l'autre patte est bien derrière, que les animaux eux-mêmes sont échelonnés dans l'espace. Donc ces gens maîtrisaient parfaitement ce type de perspective. Là aussi, vous voyez bien que sur ce groupe de têtes de bovins, la corne de celui de droite passe par devant celles qui sont derrière. Ça demande quand même un sacré savoir-faire parce que pour faire des gravures, on ne peut pas utiliser de gomme. Il n'y a pas de repentir possible. Un autre exemple de bovin entièrement dessiné en double contour avec un bouchardage interne qui utilise la surface de la roche pour donner l'impression du volume du corps. Ils ont même été poussé le détail jusqu'à montrer les côtes saillantes, aussi avec le procédé du double contour. Voici un détail de sa tête qui vous montre un peu la qualité du travail. Certains bovins sont très richement parés. Évidemment que ces animaux-là sont domestiques, il n'y a pas à en discuter. Il y a eu longtemps des discussions entre spécialistes pour savoir si les bovins représentés sur les gravures étaient domestiques. Il n'y a pas photo, si je peux dire, puisque là, ils ont des décors dans les cornes, ils ont une longe, il y a une pendeloque sous-jugulaire, et puis ils portent une selle, celui-là, une selle à pommeau en V, qui est sans doute la plus ancienne représentation de selle du monde. Et il y a des représentations de traite. Voici une scène de traite, un personnage qui est en train de traire une vache. C'est aussi, là encore, probablement la plus ancienne représentation de traite du monde, bien longtemps avant celle de Sumer et d'Égypte. Il y a aussi des choses bizarroïdes, des choses qu'on hésite à identifier. On a beaucoup discuté pour savoir quels étaient ces animaux. Bon, des macaques, une espèce de singe, des félins en train de se battre. Il y a eu tout un tas d'hypothèses. Bon, moi, je n'essaye pas de déterminer à tout prix. Surtout quand on sait que à côté, en plus, il y a des êtres qui sont représentés, qui sont très bien gravés, qui sont très bien représentés avec le très beau style que vous avez pu admirer, mais qui sont là complètement imaginaires. Là. Auparavant, je vous montre il y a aussi des humains, bien entendu. Celui-ci est représenté en train de porter un masque d'éléphant. C'est un masque home. Vous savez, en Europe, on a tendance à penser que le masque, c'est un truc qui se met dans la tête. Mais ça, c'est simplement un exemple de masque. Il y a beaucoup d'autres masques, notamment en Afrique. Et il y a beaucoup de masques qui se portent sur la tête. Des masques d'antilope, par exemple, où on porte la tête d'antilope horizontalement sur la tête. Et là, c'est le cas. Et comme c'est lourd et déséquilibré, il le maintient avec sa main. Et on voit très bien la ligne qui sépare le visage du personnage et le masque lui-même. Et puis on a d'autres, on pourrait croire de loin que c'est un personnage avec une tête d'éléphant, mais non, on voit très bien la tête de l'homme en dessous. Mais il y a aussi des êtres comme celui-ci,
Voilà. Où là, c'est vraiment, voilà, ça échappe aux identifications zoologiques. C'est un être fantastique avec une tête animale terrible, et dont on ne sait trop quoi dire. Évidemment, on comprend, rien qu'en voyant cette image, on comprendrait facilement que le but des graveurs n'était pas du tout de documenter leur environnement. Hein. Évidemment que dans leur environnement, il n'y avait pas des êtres de ce genre. Mais j'y reviendrai. Donc maintenant, je reviens, on change de... Voilà, pour vous donner un petit panorama. Je passe dans la Tassaline Nager pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on trouve dans la Tassaline Nager. Alors le paysage est complètement différent. On n'est pas du tout là comme dans un plateau entaillé avec des vallées dans le genre du Messac. C'est un exemple de paysage typique de la Tassili. Et les petits trucs que vous voyez en bas, là, c'est des ânes, des tentes et des gens qui sont en train de faire un bivouac. Hein. Donc ça vous donne une idée de l'échelle. Pour voir ça, il faut grimper sur le plateau. Donc grimper sur le plateau, on grimpe avec des ânes. Si on est très bon grimpeur, c'est 4 heures pour grimper. Si on est moins bon grimpeur, c'est une bonne journée pour grimper. Et une fois qu'on est là-haut, en fait, il y a beaucoup d'abris. Voici un ami Touareg qui montre des peintures situées assez hautes dans un abri. Et parmi ces peintures, alors évidemment, là, c'est pareil, il y en a des dizaines de milliers. Je vous en montre juste quelques-unes pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver et de la qualité de ce qu'on peut voir dans cette zone. Des bovins, dessinés au trait. C'est presque du dessin plutôt que de la peinture. Il y a quelques aplats, mais c'est vraiment, disons, un art de dessinateur. Je vous montre un détail. Et sur ce détail, vous voyez qu'il y a un personnage qui est monté sur un des bovins. Ils sont en train de se déplacer tous. Le personnage est monté sur un de ces bovins avec près de lui une espèce de sac dans lequel il y a des petits récipients. On se prend à rêver et à se demander si dans ces récipients, il n'y aurait pas de la peinture. Voici un exemple, un détail d'une de ces images. Bon, c'est le site d'Iheren qui a été relevé d'ailleurs par l'équipe d'Henri Lotte. Il a été notamment relevé par Colombel et les relevés se trouvent ici, au Musée de l'Homme. C'est ce type de peinture avec un art du graphisme, une élégance du graphisme et une finesse du graphisme extraordinaire parce que c'est sur du grès quand même, hein, et le trait est submillimétrique. On l'a qualifié du nom où elles sont les plus fréquentes et repérées la première fois. C'est un site qui s'appelle Iheren et on appelle ce style le style d'Iheren. J'en reparlerai plus tard. Donc voilà, en gros, petite présentation pour vous situer un peu les lieux, ce qu'on peut voir dans ces endroits et un petit historique de la recherche. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Ça fait quand même depuis 1850 qu'il y a des gens qui s'occupent de ça et qui publient des livres, des articles et qui travaillent là-dessus. Donc on peut se dire, ça doit être super bien connu. Hein. Pas tellement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de théories, beaucoup de théories, beaucoup d'idées. Des faits, il y en a beaucoup moins. Malgré ce que je vous ai montré, évidemment, c'est des images bien documentées que je vous ai montrées. Mais on a un problème, enfin, on a plusieurs problèmes, notamment les prospections sont pas systématiques. Elles sont très insuffisantes. Il y a des endroits qui sont hyper prospectés. Le Messac, par exemple, est très prospecté. D'autres endroits, des zones entières du Tassili où on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et puis, les corpus, en fait, quand des gens ont exploré et relevé les images, ils ont publié, mais ils ont souvent publié ce qui les intéressait. Ce qu'ils trouvaient joli. Alors, dans les Coffee Table Books, hein, pour les livres qu'on offre à Noël, il y a des très belles images, mais c'est une sélection qui est faite simplement en fonction des goûts de l'auteur. Ça nous donne une idée fausse, en fait, de ce qu'il y a réellement sur le terrain. Et en fait, dans l'ensemble de la publication, on a surtout des livres d'images. Et la documentation, elle existe, mais elle n'est pas vraiment disponible. C'est un très gros problème. Je vous montre là quand même, il y a des exceptions bien entendu. Hein. Je vous montre là un livre de Franz Trost qui a fait 2 magnifiques corpus vraiment exhaustifs de 2 petites zones de la Hagar. Je vous en montre un ici, c'est en allemand, mais c'est vraiment très illustré et très détaillé. Mais c'est rare. Et puis on a un problème qui vient de ce que j'appelle la provincialisation de la recherche, parce que je vous ai parlé de Fabrizio Mori, je vous ai parlé d'Henri Lotte, mais Henri Lotte a travaillé en Algérie, et Fabrizio Mori, italien, a travaillé en Italie, pour des raisons historiques évidentes. Et en fait, ils sont chacun restés chez eux, dans leur précaré.
ni l'un ni l'autre n'a été voir chez le voisin ce qui se passait. Et donc, toutes leurs analyses sont faussées, parce qu'évidemment, la frontière entre l'Algérie et la Libye, elle est plus que récente, et en tout cas, elle n'a rien à voir avec l'art rupestre. Et donc, leur vision des choses est forcément très limitée, et donc ça a contribué à beaucoup embrouiller les travaux, notamment sur l'étude des styles, puisque l'un identifiait des styles dans sa zone, et puis l'autre identifiait d'autres styles en donnant un autre nom dans sa zone. Mais si on fait un grand zoom arrière et qu'on regarde tout ça, on s'aperçoit que beaucoup de ces styles, c'est le même. Les données archéologiques sont souvent indigentes. Alors là, je vous donne quand même un document qui date de 1956, qui montre Henri Lotte en train de faire une fouille dans la Tassilline Nagel. Donc il commence, il entame la fouille, et ensuite il laisse le travail à un collaborateur. Ça va me permettre de boire un petit coup. Vous comprenez évidemment que les objets qui ont été récupérés, c'est le terme qu'il faut utiliser, récupérés lors de ce genre de fouilles, sont dotés d'informations archéologiques, disons, minimales. Des fois, on ne sait même pas d'où ils viennent, on sait simplement que c'est Tassili. Voilà. Et donc là, il y a un gros problème. C'est un problème général. Donc là, je vous montre évidemment quelque chose qui est presque caricatural, mais réel. Et en fait, on a très peu de fouilles. D'abord au Sahara, les endroits où on peut faire des fouilles sont plutôt rares, hein, parce qu'à cause de la déflation, il n'y a plus de sol très souvent, et donc on peut pas faire des fouilles. Et donc il faut compenser l'absence de stratigraphie par d'autres manières d'études, ce que je vous montrerai à la fin. Hein. Au lieu de descendre en surface quand on fait une fouille et puis essayer de trouver des strates, eh bien on va étendre la recherche sur une grande surface pour retrouver des relations entre les documents. En tout cas, voilà, beaucoup des fouilles qui ont été faites par des chercheurs jusqu'à une époque très récente sont presque inutilisables. Et il faut pas me dire que ça dépend, que c'était l'époque, que c'était comme ça, et que tout le monde faisait comme ça à cette époque-là, parce que là, je vous donne une petite citation de 1911 de Salomon Reynac qui dit « Fouiller en terrassier n'est pas fouiller en archéologue ». Alors évidemment, depuis quelques années, on a quand même des fouilles correctes qui ont été faites, mais essentiellement en Libye. Et ailleurs, au Sahara, vous avez vu les sites fouillés au Sahara, de toute manière, se comptent sur les doigts d'une main. Et donc, sur l'immensité de cette surface, on peut parler vraiment d'une documentation indigente, même dans le cas où elle a été bien faite ces dernières années. C'est très insuffisant. Et il faudrait connaître beaucoup plus de choses. Dans les problèmes qui sont un peu, qui rendent tout ça un petit peu lourd et un petit peu difficile et dont on a du mal à se débarrasser, il y a le paradigme géologique. Le paradigme géologique, ça consiste simplement à repérer des couches. On pourrait dire plutôt le paradigme paléontologique. Vous connaissez peut-être un livre de D'Orbigny qui s'appelle Le prodrome de paléontologie stratigraphique. C'est lui qui a lancé un peu cette idée qui est on a des couches géologiques et chaque couche est identifiée par un fossile directeur. On trouve le fossile directeur, paf, on connaît l'âge de la couche. Et la couche suivante, c'est un autre fossile directeur. La couche suivante, c'est un autre fossile directeur. Et là, eh bien, Théodore Monod, qui était géologue, entre autres géologues, a introduit ce paradigme, et lui, il parlait par exemple de couches, en parlant de la couche caméline. Quand il y avait des images qui représentaient des chameaux, pour lui c'était la couche caméline, et il parle de la couche cabaline, la couche bubaline, la couche équidienne, etc. Et donc ça donne un paradigme qui est un petit peu gênant. On s'aperçoit maintenant que finalement, ça a été très utile parce que ça a permis au moins de classer les images. Mais c'est quand même un petit peu naïf parce que ça donne un résultat de ce genre, c'est-à-dire que vous avez la couche bubaline, la couche bovidienne ou pastorale comme vous voulez, la couche équidienne et la couche caméline. Et en fait, ça donne une vision de l'histoire du Sahara où chaque culture disparaît gentiment pour faire place à la suivante et que on a un cloisonnement comme ça, un étagement complètement étanche qui évidemment n'a pas pu correspondre à la réalité. Nulle part au monde, on a un étagement des cultures sur ce modèle. Problème de la chronologie.
Les datations sont extrêmement pifométriques, disons. C'est des datations à l'estime. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, mais je vous montre simplement 3 grands systèmes de datation que vous avez ici. Celui de Henri Lotte, de Malika Hachi, de Fabrizio Mori. Vous les comparez et vous voyez bien qu'il y a autant de chronologies que d'auteurs. Ces chronologies sont très différentes d'un auteur à l'autre. Il y a un gros problème. Et évidemment, chaque auteur défend mordicus sa chronologie. On a beaucoup de mal à en sortir. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup de problèmes. Il y a encore un problème supplémentaire, c'est que lorsque les images représentent des personnages, on dit des anthropomorphes parce qu'en fait on ne sait pas finalement si c'est des hommes, des femmes, des divinités, des héros, on ne sait pas ce que c'est, donc on dit anthropomorphe, ça a une forme d'humain. Et bien quand on a ce type d'image depuis longtemps, depuis l'abbé Breuil qui en 1954 a publié le premier gros article sur la rupestre de la Tassinine Nageur, et régulièrement, la tendance, c'est d'essayer d'identifier des types physiques, des types anthropologiques physiques. Alors voilà, je vous donne juste une petite citation, mais là, il y en aurait beaucoup qu'on pourrait donner, de l'abbé Breuil qui dit « Quant aux types physiques, sous-entendu ceux qui sont visibles sur les peintures et les gravures, ceux qui sont visibles sur la rupestre, à en juger par les profils de la figure, certains sont typiquement europoïdes, tel un grand nombre d'Utacelli, d'autres sont négroïdes. » Ça, c'était en 1954. En 1954, évidemment, l'anthropologie coloniale fonctionnait de cette manière-là. Il n'y a rien de surprenant. Là, du coup, tout le monde faisait ça. Tout le monde utilisait ces termes europoïdes, caucasoïdes, négroïdes, et pouloïdes et autres oïdes de ce genre. On pourrait se dire, bon, bah, c'est quand même un petit peu fini. Vous voyez, ici, je vous ai, merci Google, en faisant une recherche n-gram, vous savez, vous pouvez savoir à quel moment tel mot ou tel syntagme, tel groupe de mots est le plus utilisé. Et avoir une idée de l'utilisation d'un mot à travers le temps. Vous voyez bien que le mot négroïde est utilisé massivement entre 1920 et 1940, et puis qu'ensuite ça décline complètement. Et actuellement, il n'y a plus un seul anthropologue physique qui utilise ces termes-là. Ils sont complètement devenus obsolètes, sauf pour les gens qui s'occupent d'art rupestre saharien. Exemple, je vous donne quelques exemples. Non pas pour stigmatiser les auteurs, mais pour prouver ce que je dis. Voici quelques citations qui sont récentes, 2007, 2009, qui nous disent, c'est des citations de gens qui savent reconnaître le décor africain sur le corps de certains anthropomorphes. Et qui reconnaissent des profils négroïdes, voilà, qui reconnaissent des noirs sur des peintures à l'ocre. Et qui nous disent que tout ça, c'est aux sources de la négritude, ce qui est quand même un anachronisme qui, moi, me laisse pantois. Et c'est 2007-2009, mais je vous donne une citation de 2014 qui vous dit que, à propos des peintures, de certaines peintures, une origine subsaharienne nous paraît plausible pour diverses raisons, à commencer par le type anthropologique noir des personnages tête ronde. Et le squelette de Tina Nakaten ont été rapprochés des types négroïdes et mélanodermes. Parce qu'attention, il y a des noirs qui ne sont pas noirs, c'est les mélanodermes. Il y a des noirs, je veux dire, des noirs qui ne sont pas négroïdes. Voilà. C'était un peu compliqué les affaires. Voilà. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout, mais malheureusement, ça encombre toujours la littérature, et il serait grand temps, je pense, de se débarrasser de ces scories. Pour toutes ces raisons, eh bien, l'intérêt, l'enthousiasme pour l'art rupestre saharien est retombé. Quand Henri Lotte, quand Fabrizio Mori ont commencé à publier leurs images, quand il y a eu la célèbre exposition à Paris, organisée par Henri Lotte en 1957, avec un magnifique catalogue et un numéro spécial de Paris Match, et vraiment une couverture médiatique extraordinaire, quand il a présenté ses relevés, tout le monde s'est complètement enthousiasmé, parce que c'était extraordinaire. On ne s'attendait pas, d'une part, à trouver ça en plein milieu du Sahara, où on pensait qu'il n'y avait rien. Bon. Et puis, il y a des idées d'Atlantide qui sont revenues, de civilisations disparues, là, perdues au milieu de nulle part. Et puis, surtout, ces images avaient l'air de documenter de manière extraordinaire la vie des gens de la préhistoire. On voit des tas de détails sur ces images. Vous avez vu la selle, par exemple, cette selle en bois, il n'y a aucune chance de jamais la retrouver en fouille. Les longes, les colliers, le décor dans les cornes et mille autres choses, les arcs, la forme des arcs, plein de choses sont documentées par ces images, plein de choses que les archéologues ne retrouveront jamais. Donc on s'est dit c'est extraordinaire, parce qu'en fait on peut faire, non pas de l'archéologie du Sahara, néolithique ou préhistorique en tout cas, on peut faire carrément une ethnologie de la culture matérielle de ces gens avec ces images. C'est extraordinaire, on s'est vraiment enthousiasmé. En plus, elles sont superbes. Et donc, il y a eu un enthousiasme vraiment populaire. Le succès des livres d'Henri Lotte en témoigne.
Mais malheureusement, ça a été progressivement abandonné, du côté des préhistoriens, en tout cas, parce que les préhistoriens ont dit au bout d'un petit moment, bon, bah, c'est bien joli, là, vos images, c'est sûr qu'elles sont très belles, c'est sûr que c'est rempli de trucs vraiment très intéressants pour nous, sauf qu'elles sont pas bien datées, on sait pas trop de quand ça date, et puis on sait pas les interpréter non plus, on sait pas vraiment qu'est-ce que ça représente vraiment, on n'a pas trop d'idées. Tout ça, finalement, c'est joli, mais on sait pas trop quoi en dire. Et nous, préhistoriens, en fait, ça nous intéresse finalement pas tant que ça, on sait, en tout cas, si, pour illustrer les couvertures des livres. Ça a beaucoup servi pour illustrer des couvertures de livres d'archéologie. Mais où le premier chapitre des encyclopédies d'histoire de l'art, vous avez souvent une image rupestre du Sahara. Mais après, c'est fini, parce qu'on ne sait pas trop quoi en dire, et puis on finit par penser que c'est pas très utile, et surtout, c'est pas très utilisable. Alors ça aurait pu en rester là, et puis on aurait pu s'intéresser de moins en moins aux images rupestres du Sahara. Sauf qu'il y a des innovations. D'abord, il y a beaucoup de gens, comme je disais, à preuve les publications des cahiers de l'Ars, beaucoup de gens continuent à s'intéresser au Sahara, même si maintenant c'est difficile de s'y rendre, mais beaucoup de gens continuent à voir des choses au Sahara inédites et puis à les publier. Et puis, il y a des nouveaux outils qui sont apparus et qui permettent de voir des nouvelles choses sur des endroits qu'on connaissait, qu'on croyait déjà connaître, et même sur des documents qu'on croyait déjà connaître. Alors, pendant longtemps, les gens qui ont été au Sahara ont fait des photos argentiques, voilà, donc c'est un peu compliqué les photos argentiques. D'abord, ça coûtait très cher, donc souvent les gens faisaient des photos noir et blanc pour que ce soit moins cher, mais pour les matures c'est pas terrible. Et puis c'est difficile à exploiter. Ensuite, c'est difficile à classer, ça prend de la place. C'est pas l'idéal, disons, mais il y avait que ça, ou alors des dessins. Mais les dessins c'est encore pire. Alors, il y avait aussi un problème, c'est que vous voyez vous êtes au Sahara, vous êtes dans un abri, vous voyez quelque chose de rouge, il y a de la peinture, faites une photo, bon, voilà, vous rentrez chez vous, vous avez votre photo, puis sur la photo, vous savez même plus ce que vous avez photographié parce que on voit presque rien sur la photo. Et donc, c'est très difficile d'exploiter les photos argentiques, notamment quand il s'agit de photos de fantômes. Les fantômes, c'est donc ces restes de peinture qui sont à peine visibles sur les parois. Mais, comme vous le savez tous, évidemment, il y a eu une révolution qui est la révolution numérique. La révolution numérique permet deux choses. Elle permet de scanner les anciens documents, aussi bien les relevés que les photos, que les diapositives, tous les anciens documents, on peut les scanner, ce qui fait que c'est beaucoup plus manipulable. On peut les classer, on peut les changer de place, on peut les regarder, les ouvrir, les refermer avec des logiciels, tout ça, c'est très commode. Bon, bien plus commode que les classeurs à diapo. Et puis, on peut faire maintenant, et aussi carrément, directement, des photos numériques de très 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 haute qualité. Et une des choses intéressantes avec les photos numériques, c'est que l'appareil, le capteur de l'appareil, il capte des choses que votre œil ne voit pas. Alors après, sur la photo, vous ne les voyez pas non plus, mais c'est capté dans l'appareil. Et vous allez voir que, du coup, il y a moyen de les faire ressortir. Parce que ce que permet le numérique, c'est ensuite le traitement d'image. Il y a des logiciels que vous en connaissez tous, évidemment. Vous connaissez tous, évidemment, Photoshop, mais il y en a plein. Il y a Hypercube, CorelDRAW, il y a plein de logiciels qui permettent de traiter les images. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont très compliqués à utiliser, il y en a où j'ai juste besoin de faire clic et puis ça vous donne l'image idéale. Bon, vous avez tout sur Internet. Mais en tout cas, on peut maintenant traiter les images. Alors, ce qui est intéressant pour nous, qui nous intéressons à l'art rupestre, c'est que quelqu'un a concocté un logiciel particulier qui permet de traiter particulièrement l'art rupestre. C'est quelqu'un, un Américain, qui s'appelle Jon Harman, et qui a fabriqué un greffon. Moi, j'utilise le mot greffon, ça veut dire plugin en français. Pour ImageJ. ImageJ, tapez sur Google ImageJ, c'est une alternative gratuite à Photoshop. Gratuite et open source. C'est super intéressant parce que du coup, tous les trucs open source, vous avez dans le monde entier, tous les geeks de service et les gens passionnés par ça qui essayent d'améliorer le logiciel, ce qui fait qu'il progresse tout le temps. Et puis des gens rajoutent des plugins, et Jon Harman a rajouté un plugin spécialement pour l'art rupestre. Alors comment ça marche? Mais en tout cas, en gros, il faut savoir que les images numériques, elles sont construites dans des espaces de couleurs, et il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est RVB pour les écrans comme celui-là. RVB, c'est rouge, vert, bleu. Et donc, en mélangeant ces couleurs, on obtient toutes les couleurs de l'écran. LAB, etc., LRE, il y a plein d'espaces de couleurs comme ça. Et certains espaces de couleurs sont mieux adaptés pour étudier les peintures, notamment. Et alors, ce que fait le logiciel, vous avez une peinture, là, à gauche,
Il construit l'espace de couleur et ensuite il prend tous les pixels de la peinture, tous les points de couleur si vous voulez, et puis il fabrique un histogramme qu'on peut manipuler, qu'on peut bouger, etc. C'est la même chose que vous voyez dans les petits cubes là, c'est la même chose que la peinture qui est à gauche. Hein. Toutes les couleurs de la peinture sont réunies, tous les pixels sont réunis là. Et une fois qu'ils sont réunis là, on peut les traiter séparément ou ensemble, etc. On peut faire des statistiques sur eux, etc. Et notamment, on peut faire ce que les statisticiens appellent une analyse en composantes principales qui permet de mieux voir des choses qui, au premier regard, nous échappent complètement à nous. Exemple, là, ici, vous voyez ce que ça donne sur les deux cubes suivants. C'est toujours la même image et c'est toujours les mêmes pixels. Mais d'un seul coup, vous voyez, beaucoup de choses, c'est très élargi, c'est traité statistiquement. On voit différemment, disons. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, le logiciel remet ce traitement, c'est une matrice, la remet sur l'image d'origine et ça donne l'image de droite qui est en fausse couleur et sur laquelle on voit des choses qu'on ne voyait pas au départ, mais qui étaient là parce qu'elles avaient été captées par le logiciel de captage. Alors, point de théorie, je vais vous montrer deux exemples pour que vous voyez un peu l'utilité de la chose. Premier exemple vient de l'Akoukas, vous savez, ce massif qui se trouve donc entre la Tassiline Nagère et le Messac. Vous avez donc cette paroi sur laquelle on ne voit pas grand-chose, l'échelle en bas 5 cm, c'est pas grand, hein, et c'est exactement le cas du fantôme dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un peu du rouge, donc vous prenez une photo par acquis de conscience, vous êtes là, prenez une photo, bon, vous rentrez à la maison, vous voyez rien. Vous écarquillez les yeux, vous grossissez avec Photoshop, vous grossissez, vous finissez par voir les pixels, mais rien d'autre. Bon. Or, si j'utilise le logiciel de Yana Harman, voilà, ça c'est le menu du logiciel, je clique sur l'une des fonctions, et voici ce qui apparaît. Et si ensuite, une fois que j'ai ça, je m'amuse à faire quelques petits traitements supplémentaires que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait un petit peu compliqué, bon, mais voilà, on peut ensuite faire ceci. Et donc, vous voyez évidemment la différence avec la photo du départ. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les tiroirs de tous les gens qui ont été au Sahara, il y a des milliers de photos sur lesquelles des fois on voit très bien quelque chose, sur lesquelles on voit moins bien, sur lesquelles on voit rien. Mais même quand on voit très bien quelque chose, à côté, il peut y avoir quelque chose qu'on ne voyait pas, que celui qui a fait la photo n'a pas vu, et que le logiciel va voir. Et que maintenant, on peut voir. Donc c'est toute la documentation du Sahara qui est à revoir. Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui arrive souvent, c'est un panneau qui est vraiment... Alors, il y a de la peinture aussi, on voit qu'il y a de la peinture, on devine, en s'écarquillant les yeux, on devine des espèces de personnages, mais c'est vraiment pénible parce que c'est un panneau, c'est un plafond. C'est un petit plafond d'un petit abri. L'abri, il est en gros à 70 cm du sol. Donc, il faut se mettre sur le dos, on regarde comme ça, c'est vraiment pénible. Pour faire la photo, on ne voit pas parce que déjà la hauteur de la tête plus l'appareil photo, on est à ça de la paroi. C'est vraiment très difficile, donc on fait des photos à l'aveugle, comme ça, bon... presque impossible à documenter. Puis le résultat, ça donne ça. Ça donne pas grand-chose. C'est un petit panneau, vous voyez l'échelle qui fait 10 cm. Voilà, c'est un panneau qui fait ça. Bon. On voit pas grand-chose. Alors, je me doutais un peu du coup quand j'ai vu ce panneau, et donc par précaution, j'ai fait à l'aveugle, comme ça, sans regarder, clic, 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 parce que j'ai pas la place de mettre la tête et l'appareil photo, plein de photos de détail. Et ensuite, ces photos de détail, je les ai traitées avec mon logiciel Distretch. Voilà ce que ça donne si je traite l'ensemble. C'est mieux, d'accord, c'est mieux, c'est des photos, c'est des couleurs artificielles, bien entendu. Je vois apparaître des personnages, je ne sais pas si vous les voyez quand même, on les devine, mais bon, c'est quand même pas... On déchiffre quand même très très mal la scène, on voit bien qu'il y a une scène, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? On ne voit pas bien. Donc, je prends mes photos de détail, voilà, un détail par exemple, et je me concentre sur mon détail, et je fais pareil sur ce détail. Je traite ce détail particulièrement avec Distretch, et ensuite, une fois qu'il est traité, les fausses couleurs sont telles que je vois très bien ce qu'est de la peinture et ce qu'on n'en est pas. Et donc, je peux enlever, avec aussi automatiquement, des zones entières de couleurs, pour ne garder que les zones qui étaient peintes. Et ça me donne ceci. Et je recommence le même procédé pour toutes les photos de détail que j'ai faites sur ce petit panneau. Ensuite, je réassemble ces morceaux, comme ceci. Et une fois que tout est assemblé, j'obtiens ce que j'ai à droite. Et une fois que j'ai ça, il m'est facile de remettre en couleur ocre, puisque c'est une peinture à l'ocre au départ. Donc, je le mets en ocre. Et virtuellement, je le remets sur la paroi du départ. Et voici ce que j'obtiens. Si vous comparez la photo de départ avec le relevé final, voilà ce qu'on a. Donc, il me semble que c'est assez démonstratif. Il est clair que
la documentation, on croyait avoir à peu près documenté des zones entières du Sahara. En ce qui concerne au moins les peintures, on peut presque dire que c'est à refaire. Entre parenthèses, les personnages que vous avez ici, cette peinture, c'est justement aussi une peinture en style d'IRN. J'y reviendrai. C'est très intéressant parce que ce sont des théranthropes, des personnages à tête animale en style d'IRN. Maintenant, bon, une fois que donc on a fait un grand pas en avant pour le relever, pour la documentation elle-même, on va pouvoir renouveler notre documentation. Même à la limite, ça tombe bien qu'on puisse plus aller au Sahara en ce moment. Si je peux dire, non, ça tombe mal, évidemment, bien sûr, hein, on est d'accord. Hein. Mais dans un sens, ça va nous permettre de retourner voir les vieilles photos qu'on avait faites et qu'on laissait dormir dans un coin parce qu'on avait toujours tendance à retourner pour en faire d'autres, pour voir des nouveaux sites, etc. Et donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est retourner voir les vieilles photos et puis redocumenter ce qui avait déjà été documenté, mais en chambre. Et une fois que la documentation donc est renouvelée, une fois qu'on a une bonne documentation, eh bien la tendance c'est de se dire bon qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, c'est quoi tout ça, il y a un message quand même. Le problème c'est que il faut se mettre dans la tête une fois pour toutes, quitte à l'oublier de temps en temps, il y a le droit quand même, hein, mais en gros on ne saura jamais ce qu'ils ont voulu dire. On ne sait pas du tout, comme pour tout l'art préhistorique. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'ils ont voulu dire, absolument aucun. Ça n'empêche pas qu'on a le droit de s'interroger, qu'on a le droit d'essayer de chercher, qu'on a le droit d'émettre des hypothèses, etc. Mais il faut toujours garder dans un petit coin, de dire ne nous énervons pas, parce qu'au fond, on ne saura jamais. On ne saura jamais, c'est ce que les pédants un peu sémioticiens appellent, parce qu'il y a l'interprétation émique et l'interprétation éthique, éthique sans H, hein. C'est-à-dire en gros, il y a l'interprétation de l'auteur ou de la culture à laquelle appartient l'auteur, et puis l'interprétation de l'observateur qui, lui, n'est pas de cette culture-là. Et ces deux interprétations, il y a très peu de raisons pour qu'elles soient la même. Et il y a un exemple qui va vous le faire comprendre très facilement, c'est un exemple que vous connaissez tous, c'est tiré de Saint-Exupéry. Non, c'est pas un chapeau que j'ai dessiné, c'est un boa en train de digérer un éléphant. Voilà, à gauche, vous avez l'interprétation émique, et à droite, vous avez l'interprétation éthique. Alors, si le sens est inaccessible, bon, c'est bien joli de faire de la documentation, de remplir des disques durs maintenant, parce que c'est plus des placards et des classeurs à diapos. On remplit des disques durs avec des milliers, des centaines de milliers d'images. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi le but? En fait, c'est bien, bon, chacun son truc. Il y a des gens qui vont à la pêche, d'autres qui collectionnent les images de la rupestre du Sahara, bon, d'autres qui font du macramé, tout ça, bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut en tirer quelque chose d'autre que le plaisir de collectionner? Oui, je crois, moi. Et notamment en utilisant deux outils que je vais vous présenter pour terminer. Un outil qui est très vieux, un très vieil outil, bien connu des ethnologues et des anthropologues, un outil qui malheureusement a été abandonné, parfois pour des bonnes raisons, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est la rhéologie, pas l'aérologie. L'aérologie, c'est l'étude de l'atmosphère, tout ça. Bon, non, la rhéologie, c'est l'étude des aires de répartition, notamment l'étude de répartition des aires culturelles et des traits culturels. C'est basé sur une idée très simple, c'est que si vous pointez sur une carte des traits culturels particuliers, eh bien vous allez voir une zone de répartition, et cette zone de répartition, elle résulte d'une histoire. C'est réparti comme ça actuellement parce qu'il y a eu une histoire qui a abouti à cette répartition-là. D'une certaine manière, la géographie, c'est de l'histoire qui s'est figée. Et d'une certaine manière, à certaines conditions, on peut se dire que, en partant de l'approche géographique, on peut reconstituer la partie historique. C'est risqué, ça pose des problèmes, c'est pas si simple, etc. Mais c'est ça l'idée en gros. Et au Sahara, ça a été appliqué depuis très peu de temps, en fait. Ça fait très peu de temps que c'est appliqué. Je mentionne quand même deux personnes qui font ça avec des résultats tout à fait remarquables et convaincants. Yves Gauthier qui a appliqué ça aux monuments lithiques de l'ensemble du Sahara. Les monuments lithiques qui sont des monuments funéraires, un peu ce qu'on appelle aussi des monuments mégalithiques, sauf que là, ils sont souvent avec des petites pierres. Et puis Robert Vernet, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, je ne sais pas. Robert Vernet, donc, qui a fait le même travail sur les armatures de flèches. Ça avait déjà été fait par Henri-Jean Hugo naguère, mais lui, il a repris ça de manière très systématique, avec des résultats intéressants. Je vous donne juste un exemple de ces résultats. Voilà, une carte de répartition pour la partie ouest du Sahara, parce que c'est la partie qui l'intéresse le plus et qu'il a le mieux documenté, avec les aires de répartition de différents types d'armatures de flèches. Vous voyez que selon les types, on a des aires de répartition très différentes, et donc on a toute chance que ça corresponde à des cultures différentes, ou à une évolution dans le temps, ou quelque chose ensuite qu'il faut déterminer, mais on touche quelque chose qui est bien plus intéressant que de simplement collectionner les pointes de flèches. On peut avoir des bocaux remplis de pointes de flèches.
eBay, Arrowhead ou Pointe de Flèche, il y a des gens qui vendent des centaines et des centaines et des milliers de pointes de flèches dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et du coup, on ne peut pas faire ce genre de carte. C'est pareil pour la rupestre. La rupestre, si on sait d'où ça vient, les images, eh bien peut-être on va pouvoir faire des cartes de ce genre et qui vont peut-être nous dire des choses. Entre parenthèses, ce travail, c'est un travail en cours qui va paraître dans le prochain numéro des Cahiers de l'Ars. Je reviens justement à propos de Pointe de Flèche, juste pour montrer l'intérêt de ce genre de choses. Ça, c'est le personnage que je vous ai fait apparaître magiquement tout à l'heure. Il a un arc, on voit la flèche, on voit l'armature de flèche dont je vous montre le détail. Or, c'est une armature qui existe dans la réalité. Donc là, on peut espérer, sur certains cas, pouvoir faire un lien entre l'étude des peintures et l'archéologie pure et dure, l'archéologie caillou, si je peux dire. Alors, voyons d'un peu plus près. Ah oui, les monuments lithiques. Les monuments lithiques, puisque j'ai parlé des travaux d'Yves Gauthier, voilà un petit résumé de ce que ça nous donne. Donc voici une carte du Sahara central. Et parmi les différents types de monuments funéraires, les gens ont été enterrés dans des monuments qui sont très différents les uns des autres. Il y a toute une typologie des monuments que je ne vais pas vous faire maintenant. Mais en gros, il y a un type de monument qui s'appelle le monument en corbeille. En corbeille, pourquoi? Parce que c'est des stèles qui sont des pierres dressées, qui sont arrangées en cercle, évasées vers l'extérieur, comme une corbeille, vous savez, corbeille à pain, une corbeille de mariée, cette forme-là, comme ça, évasée. Et au milieu, il y a une stèle. Eh bien, ce type de monument-là ne se trouve qu'à un seul endroit du Sahara, c'est au Messac. Vous avez ici l'aire de répartition. Alors, il y a une différence entre ma carte et la carte précédente des armatures de flèches. C'est que moi, je me méfie un peu des aires de répartition simples. C'est-à-dire vous pointez sur une carte toutes les attestations de quelque chose et vous faites un ovale, une patate, quelque chose pour entourer. Et ça vous donne l'aire de répartition maximale. Ça peut être très grand, l'aire de répartition maximale. Moi, je préfère calculer avec un autre type de logiciel, qui sont les logiciels de traitement de l'information géographique, calculer les aires de densité. Parce que dans une grande aire de répartition, il peut y avoir, vous voyez pas si à l'ouest, par exemple, de votre aire de répartition, ça passe ici parce que vous avez 2-3 éléments, et puis vous en avez 2000 à l'autre bout. Vous le voyez pas parce que vous avez fait simplement un grand trait tout autour. Moi, ça m'intéresse le poids relatif des documents, au moins par leur nombre. Et là, donc, les logiciels certains logiciels de traitement informatique des informations géographiques permettent de calculer ça. Et donc, le rendre par des couleurs. Et plus la couleur est chaude, plus la densité est élevée. Et donc là, en rouge, c'est là qu'il y a le plus de documents. Et ensuite, ça passe du jaune au vert au bleu, et puis ensuite à rien. Voilà. Ça permet de bien visualiser les noyaux de densité. Alors, monuments en corbeille, les voilà. Je regarde un autre type de monument. Donc, les gravures en style du Messac, pardon. On peut faire ça avec les peintures, les gravures, on peut faire ça avec ce qu'on veut, du moment que c'est bien documenté et puis qu'on a les localisations géographiques. Les gravures en style du Messac, évidemment, donc c'est un truisme, elles se trouvent au Messac. Bon, d'accord. Mais, donc si je compare les deux aires de répartition, en haut, les gravures en style du Messac, en bas, les monuments en corbeille, vous remarquez évidemment que la répartition est quasiment la même. Si je regarde, et c'est là que ça va prendre son sens, si je regarde maintenant un autre type de monument qu'on appelle les monuments à couloir enclos, c'est simplement un tumulus, et le mort, le défunt, il est là sous le tumulus. Autour, on a fait un grand enclos, mais entre le tumulus et un bord de l'enclos, il y a un couloir, il y a deux rangées de pierres, il y a un couloir, peut-être pour faire une déambulation, quelque chose de rituel, on ne sait pas. En tout cas, ça s'appelle tumulus à enclos, d'une façon imagée, tumulus en trou de serrure, les serrures des armoires de mémé, hein, vous savez, le rond comme ça, les deux traits, etc. On voit bien, comme ça, vu de dessus, ça ressemble beaucoup. Voici leur aire de répartition avec la carte des noyaux de densité. Et maintenant, voici la carte des images en style DRN. Vous vous rappelez du style DRN? Je vous ai montré ces magnifiques bovins là, très bien dessinés aux traits submillimétriques. Bon, voilà leur aire de répartition. Si je compare les deux aires de répartition, voici ce que j'ai. Alors on peut me dire, oui, mais c'est pas parce que c'est la même aire de répartition. Ça peut être une coïncidence, c'est pas forcément... Oui, d'accord, c'est quand même impressionnant. Les corbeilles, c'est la même aire que le Messac, et puis là, c'est pareil que les peintures, c'est la même aire de répartition, en gros, avec des petites nuances, que celle des monuments en trou de serrure. Mais là où ça prend sens, c'est si je mets tout sur une carte, une seule carte. Voici donc, je mets en bleu
les monuments en corbeille et les gravures en style du Messac, et je mets en jaune les monuments à couloir enclos et le style d'IRN. Et vous voyez qu'il y a une bipartition absolument nette. Et donc, évidemment, que ça témoigne de quelque chose au point de vue culturel. Au minimum, on peut dire qu'il y a deux cultures. Après, question, est-ce qu'elles sont contemporaines? Parce que deux cultures, forcément, parce qu'on a affaire ici à des rites funéraires. On n'emprunte pas des rites funéraires comme ça. On n'enterre pas les gens, son pépé, à la manière de la tribu d'à côté. Donc, manifestement, on a deux grands ensembles culturels. La question, c'est de savoir s'ils sont contemporains ou pas, maintenant. On peut le savoir, parce que si on ne peut pas dater de manière aisée, c'est le moins qu'on puisse dire, ni les peintures, ni les gravures, du moins on ne peut pas les dater directement. Si on pense qu'il y a deux cultures et que les gens qui ont fait les gravures du Messac enterraient leurs pépés et leurs mémés dans les monuments en corbeille, et que les gens qui ont fait les peintures en style d'IRN, eux, les enterraient dans des monuments à trous de serrure, eh bien il se trouve que ces monuments-là, eux, on peut les dater. Et par ricochet, si je peux dire, par la bande, on va pouvoir dater les peintures. Donc je ne vais pas vous m'appesantir, parce que je veux dire encore autre chose, je ne vais pas m'appesantir sur la datation, les climats, etc. C'est très compliqué. Je vous donne simplement, là, qui se construit sous vos yeux, une petite synthèse de tout ça. Mais le but, ça va être simplement de vous montrer où se situent les deux types de monuments en question dans ce grand tableau chronologique. Les monuments en trous de serrure, les monuments à couloir enclos se trouvent ici. Et donc, le style d'IRN se trouve quelque part à peu près dans cette période-là, disons centré sur le 3e millénaire. Et puis, le style du Messac et les monuments en corbeille se trouvent ici. Ils sont donc antérieurs. Et donc, on a toute raison de croire que le style du Messac est antérieur, avec un chevauchement par la suite entre les deux, est antérieur au style d'IRN. Dans le détail, c'est un peu compliqué, mais il faut le savoir simplement pour ce que je vais vous dire par la suite. Et je vais vous parler, pour la suite, pour présenter une autre méthode, qui sera la dernière pour aujourd'hui, je vais vous parler des théranthropes. Les théranthropes, j'en ai déjà touché un petit mot. Qu'est-ce que c'est qu'un théranthrope? Le mot lui-même vient du grec. Terre. En grec, vous avez évidemment un mot pour dire animal que vous connaissez tous, c'est zoo. Ceux qui ont fait du grec, un tas de zoatracheia, les animaux courts. C'est les animaux en général. Mais terre, c'est le fauve, l'animal sauvage, la bête terrible. Et anthropos, évidemment, vous connaissez, anthropologie, misanthrope, etc., c'est l'être humain. Et donc, un théranthrope, c'est un être qui est en partie humain et en partie animal. Vous en avez déjà vu, je vous en montre quelques-uns. Voilà à quoi ça ressemble, les théranthropes. Il y en a en peinture, il y en a en gravure. Je me suis dit, pour essayer d'y voir plus clair dans ces fameux théranthropes, je vais me faire, alors maintenant, grâce aux images numériques, c'est facile, je vais me faire une base de données. Je vais récupérer le plus possible d'images, donc j'ai pris les miennes, évidemment, puis j'ai demandé à tous les gens que je connais, aux amis de la Repesse saharienne, envoyez-moi, si vous avez des photos de théranthropes, envoyez-moi donc vos photos de théranthropes, si ça ne vous dérange pas, je voudrais faire un truc. Et donc, on me les a envoyés, et donc j'ai constitué une base de données avec tous ces théranthropes. Et je les ai décrits dans la base, avec, vous voyez, ces petits systèmes de 1, comme ça. Quand il n'y a rien, c'est 0. C'est des descripteurs. Alors, des descripteurs très simples sur lesquels on peut que se mettre d'accord. C'est-à-dire, le théranthrope, là, il a des oreilles ou il n'a pas d'oreilles? On voit les dents ou on voit pas les dents? Il a une queue, il n'a pas de queue? Des choses très simples comme ça. S'il a des oreilles, on met 1. S'il n'a pas d'oreilles, on met 0. 1, 0, 1, 0, à tous les critères, comme ça. Pourquoi un 0? Tout simplement parce que les ordinateurs, ils adorent ça, le 1 et le 0. Ils adorent. Voilà. Et après, ça va permettre de faire d'autres trucs avec l'ordinateur. Notamment, j'oublie pas de dire que dans ma base de données, j'ai rentré aussi d'autres données, par exemple le style. Est-ce que c'est IRN? Est-ce que c'est le style du Messac? Un autre style peut-être, mais il n'y en a pratiquement pas dans d'autres styles. Et puis j'ai surtout rentré les coordonnées géographiques. Parce que comme ça, en 3 clics, ça me permet de faire des cartes, comme celle que vous avez vue précédemment. Une fois que j'ai fait ce petit travail, eh bien, je fais une carte des théranthropes connus, de moi en tout cas, au Sahara central. Et donc, vous en avez 212 au Messac, moins au Tassili, mais le Tassili, malheureusement, la Tassili a été moins prospectée que le Messac.
curieusement. Et puis 33 dans la cocasse. Voilà les aires de répartition telles qu'on peut les dessiner avec des patates. Une fois que j'ai fait ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ensuite ma base de données. Je fais ça pour le plaisir, mais en même temps, je fais ça, j'ai une idée derrière la tête, c'est que je veux lui poser des questions. Et l'intérêt d'une base de données comme celle-là, c'est qu'on peut croiser les questions. C'est-à-dire, je peux lui dire, ils sont où ceux qui ont des oreilles? Et tout de suite, elle me répond, elle me fait la carte des noyaux de densité. Ils sont où ceux qui ont une queue? Elle me fait la carte des noyaux de densité. Mais je peux demander, ils sont où ceux qui ont des oreilles et pas de queue? Ou ceux qui ont des oreilles et une queue? Je peux croiser toutes les demandes comme ça, et je peux multiplier les demandes. Et à chaque fois, j'ai une carte. Et donc, je vous montre quelques-unes de ces cartes pour vous donner le résultat, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec ce genre de base de données. Là, c'est l'hétéranthrope qui porte à la ceinture, il porte des trophées d'animaux. Voilà où il se trouve. Ça, ce sont ceux qui ont une queue. Maintenant, je demande à ma base, dis donc, tu peux me dire où ils sont ceux qui sont ityphaliques, c'est-à-dire qu'ils ont un phallus en érection. Ben, ils sont là. Et tiens, puisqu'on parle de phallus en érection, tu peux me dire ceux qui sont en train de coïter avec une mignonne théranthrope, ben voilà, ils sont là. Et je multiplie les questions comme ça. Ceux, on ne voit pas toujours les dents, donc montre-moi ceux où on voit les dents. Les voilà. On peut poser encore une ou deux questions, on s'en lasse pas, une fois que c'est parti. Voilà. Ceux qui ont des oreilles arrondies, alors là je prends deux critères, hein, deux descripteurs. Les oreilles arrondies plus le museau molossoïde, c'est-à-dire le museau aplati comme ça, pas un museau pointu, un museau bien aplati comme un molosse. Voilà où il se trouve. Et ben du coup, ouais, après je peux demander ceux qui ont le museau pointu et les oreilles pointues, le contraire. Ben voilà où il se trouve, etc., etc. Je continue, voilà, je pose plein de questions. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a deux grands types. Voici la répartition de ceux qui ont le museau pointu, les oreilles pointues, la queue visible, le phallus visible, et qui parfois en profitent, n'est-ce pas, pour être en érection, et en plus in coitu. Et puis, le deuxième grand type, qui est celui-ci, ils ont le museau molossoïde, les oreilles arrondies, les dents visibles, ils portent un trophée ou des armes, ils sont en interaction, non pas avec d'autres théranthropes, ils sont en train de faire leur petite affaire, mais avec des humains. Donc très différents, et leur répartition également est très différente. Alors si je compare tout ça, si je compare les cartes, voici les deux cartes de répartition de ces deux grands types. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois qu'il y a un type qu'on peut appeler type Tassili et un type qu'on peut appeler type Messac. Avec ma base, simplement avec mes cartes, je peux, comme ça, reconstituer deux grands types complètement différents de ces êtres humains. Est-ce que je peux aller plus loin? On va essayer avec une autre méthode qui est celle de la phénétique. Ça tombe bien parce que grande galerie de l'évolution, les généticiens, ils ont mis au point des logiciels qui permettent de comparer facilement, enfin relativement facilement, plus facilement qu'à la main, les codes génétiques. Le code génétique, c'est un code, quoi, hein, avec une ligne, avec tout un tas de lettres, voilà, qui varient, comme une grande phrase, sans interruption, comme ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas faire comme si mes théranthropes, évidemment, c'est des êtres imaginaires. Il n'y a jamais eu de théranthrope nulle part vivant, bien entendu. Hein, c'est des êtres avec une énorme tête comme ça, les grandes dents et tout. Ça n'a jamais existé. Mais je me dis, tiens, pour rigoler, je vais faire comme s'ils avaient existé. C'est-à-dire, je vais faire comme si c'était des êtres zoologiques réels. Et puis, je vais les décrire, alors, et puis je vais étudier leur code génétique. Donc, vous allez dire... hein, mais avec une idée, quand même, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle les marqueurs génétiques externes. Vous savez, avoir les oreilles qui sont dressées ou les oreilles qui tombent, il y a un gène qui commande ça derrière. Et en fait, le morphotype, la forme externe, est déterminée ou dépend en grande partie de certains gènes. Et donc, par la forme extérieure, je peux atteindre quelque chose qui dit quelque chose sur la génétique. Alors, je vais faire comme si c'était possible. Je sais très bien, hein, on se calme, d'accord, hein, je sais très bien que c'est pas possible pour les théranthropes. Je fais comme si. Et donc là, je me limite, je tiens pas compte du style. Et donc le style me dit rien là-dessus. Je tiens pas compte de plein de trucs dans la description qui sont pas utiles. Je tiens compte que des marqueurs physiques externes de ce que je vais considérer comme des animaux réels. Donc par exemple, il a une queue, il a pas de queue. Voilà. Les dents sont longues, courtes, le museau est pointu ou il est carré, des choses comme ça. Il a la truffe qui dépasse ou la truffe, elle est simplement dans le prolongement, comme ça. Tous ces petits marqueurs comme ça, eh bien, pareil,
Ils sont notés 1, 0 dans ma base, ce qui fait que pour chaque théranthrope, j'ai un code. Une suite de 0 et de 1, 1, 0, 0, 1, 1, etc., qui en fait décrit le théranthrope. Et ils sont tous décrits par une ligne de code. Et une fois que j'ai une ligne de code pour chaque théranthrope, mes théranthropes, je peux pratiquement les appeler des taxons. Et je peux les utiliser dans un logiciel utilisé par les généticiens pour comparer les codes génétiques des différents taxons. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Pour ça, il faut construire une matrice. Donc voilà, un petit extrait de la matrice. Une matrice, c'est très simple. C'est un grand carré avec des chiffres. Voilà. Et donc, vous avez là, chaque ligne représente un théranthrope. Et les suites de 0 et de 1 que vous voyez, eh bien, c'est la description de la forme extérieure du théranthrope. Les logiciels qui travaillent là-dessus, ensuite, comparent les lignes et vont les classer selon le degré de proximité. Comprenez bien évidemment qu'il y a une ligne qui n'a que des zéros, puis une autre ligne qui a que des zéros, elles sont très ressemblantes. Si je rajoute un 1 quelque part sur une des deux lignes, elles se ressemblent un peu moins, puis un autre, etc. Et donc on peut mesurer le degré de proximité de chaque ligne. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, enfin c'est le logiciel qui fait ça, moi j'attends. Ça prend la nuit en général, parce que ça turbine, c'est très long. Eh bien, il me fabrique un arbre avec un logiciel qui s'appelle SplitStree, un algorithme qui s'appelle Neighbor-Net Analysis, qui permet de calculer la proximité des neighbor-net, le voisinage de chaque type. Et voici ce que ça fait. Ça me présente un graphe, un dendrogramme, voilà, qui a cette forme. Alors, évidemment, sur l'écran, c'est peut-être un peu loin, vous voyez peut-être pas ce qui est écrit au bout des lignes. Ce qui est écrit, c'est généralement la provenance du théranthrope. Mais je vais vous le visualiser. Et par exemple, je vais vous montrer tous ceux du Messac. Ils sont tous là. Et puis ceux de la Caucase, voilà. Et ceux de la Tassili Nagev sont tous là. Or, vous voyez qu'il y a une concordance géographique parfaite entre mon analyse qui ne tient compte que de la forme et des critères externes, que du code génétique des théranthropes. Je n'ai rentré aucune information géographique là-dedans. Or, il me donne la répartition géographique. Ce qui fait que par cette méthode, je confirme ce que j'avais déjà trouvé, vaut mieux 2 fois qu'une, et ça me permet de prouver ce que j'avais dit. Je confirme que mon étude aréologique avec les cartes était bien bonne et qu'elle avait bien touché quelque chose. Le même logiciel peut fabriquer un arbre, parce qu'évidemment l'idéal c'est de fabriquer un arbre avec une phylogénie, une évolution de ces êtres. Alors on peut lui demander, si on lui demande gentiment, il le fait, là il l'a fait, voilà. Et là aussi, on s'aperçoit que l'arbre est construit selon la répartition géographique des œuvres, de part et d'autre de la ligne pointillée que vous voyez en biais ici. Vous avez d'un côté Messac et de l'autre côté la Tassili et ses voisins, la Ramat, etc. Et puis à Agar, mais il n'y a qu'un seul théranthrope pris en compte. Donc tout ça confirme bien, voilà, si je compare avec ce que j'ai obtenu avec les cartes, voici, c'est absolument parlant. Ça confirme les résultats de l'aréologie. Maintenant, il y a un autre logiciel qui permet de faire des statistiques plus compliquées. Et alors, s'il fallait faire ça à la main, c'est un truc qui prend la matrice du départ, là, et qui construit des arbres avec. Alors, évidemment, au hasard, comme ça, il fait des arbres, il fait des arbres, il fait des arbres, puis il les compare, et à chaque fois, par différences techniques, il essaie de trouver l'arbre le meilleur. Puis les moins bons, il les jette, il en refait d'autres, il compare, hop, hop, puis petit à petit, comme ça, au bout de 2 millions d'arbres, il produit ce qu'on appelle un arbre de consensus, c'est-à-dire l'arbre qui lui semble, au logiciel, être le meilleur. Le voici. Et cet arbre, en fait, il est présenté de manière circulaire ici, parce que c'est un arbre qui n'est pas enraciné, en réalité. On ne sait pas où se trouve la racine. Mais en fait, c'est un arbre qui laisse supposer que tous ces théranthropes ont eu un ancêtre commun. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où il est. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on essaye d'enraciner l'arbre. Alors que j'ai essayé. C'est pareil, il suffit de lui demander au logiciel, il est très aimable. Et donc, je lui ai dit, tu m'enracines l'arbre, on va faire un essai sur une gravure du Wadi Djerat. Le Wadi Djerat, c'est un oued du Tassili, si vous voulez, c'est le grand site à gravure du Tassili. Il y a beaucoup de peintures au Tassili, quelques gravures, un grand site à gravure, le Wadi Djerat. Et dans la littérature, ce que disent les auteurs, Henri Lotte par exemple, qui s'en est occupé, c'est que ces gravures du Djerat, elles sont beaucoup plus anciennes que les peintures. Hein, et que donc, si elles sont plus anciennes, peut-être on peut enraciner l'arbre, c'est peut-être là le départ, hypothèse. Donc je lui demande, et il me donne cet arbre-là. Alors, je me suis bien gardé, je lui dis pas tout au logiciel. Hein.
Il y a un truc que je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit quel était le style de chaque élément. Mais moi, je le sais. Ce qui fait qu'ensuite, je peux le remettre sur son arbre. Et si je le remets, voici où se trouve le style d'IRN, et voici où se trouvent les éléments en style du Messac. Il y a un gros problème, parce que sur mon tableau chronologique précédent, je vous ai montré que le style du Messac est antérieur au style d'IRN, avec ensuite un petit recouvrement. Et là, c'est le contraire. Donc mon hypothèse n'est pas bonne. Ça ne va pas. Alors je me suis dit, le pauvre logiciel, il ne pouvait pas savoir. Hein. Évidemment, j'aurais dû lui dire, je ne lui ai pas dit, c'est pas sympa. Et bon, voilà, il a fait ce qu'il a pu, c'est pas mal, mais bon, voilà. Donc je me suis dit, bon, pas grave, deuxième essai, je vais lui dire qu'en fait, attends, il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que les gravures du Messac, en fait, elles sont plus anciennes que le style d'IRN. Donc je lui dis, voilà, il y avait une incohérence, je lui dis, et bon, ben, il se remet au travail, et voici ce qu'il me produit, si l'image veut bien apparaître, voilà. Voici ce qu'il me produit. Et là, si je regarde où se trouve le style du Messac, il est là. Et si je regarde où se trouve le style d'IRN, il est là. Ce qui veut dire que s'il y a eu une phylogénie, c'est-à-dire une évolution à partir d'une source, des gens qui ont à un moment donné fait le premier hétéranthrope au Sahara, si les autres en ont découlé, eh bien, ça a dû suivre cet ordre-là. Tout ça est très logique, tout ça est fait avec des logiciels qui sont beaucoup plus malins que moi, et tout ça, qui font des calculs compliqués et tout. Le problème, c'est que c'est pas complètement certain non plus, parce que l'arbre, il est quand même toujours pas vraiment enraciné de manière certaine, et on ne saura jamais, évidemment, qui a fait le premier hétéranthrope, bien entendu. Hein. C'est quand même une hypothèse fortement probable, mais ça n'est qu'une hypothèse. En tout cas, ce qui reste, c'est que ça correspond parfaitement à la bipartition géographique des œuvres, et que là, on a quelque chose de solide. L'évolution, ensuite, c'est un peu discutable. L'hypothèse, ce serait que les premiers qui ont utilisé le hétéranthrope, c'est les gens du Messac, et que ensuite, ça s'est diffusé, et que leurs voisins de la Tasséline nagère aussi ont fait des hétéranthropes, mais différents. Alors, on va reparler des hétéranthropes de manière un petit peu différente. Parce que, d'accord, c'est des êtres à moitié humains, à moitié animaux. Bon, un humain, on sait tous ce que c'est, ils sont tous en gros pareils, hein. À part pour les raciologues, là, qui voient des négroïdes qui diffèrent des mélanodermes, bon. Mais les humains sont tous pareils. Par contre, les animaux, il y en a plein. Et donc, si on veut mettre une tête animale sur un corps humain, c'est pas le choix qui manque, hein. Plein. Or, à part quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, voilà, il y a une tête d'antilope, il y a une tête d'auroch, il y a quelques exceptions. Mais sur les doigts d'une main, sur les centaines de théranthropes qu'on connaît, c'est des têtes de canidés. Donc, le truc plus simple qu'on peut se dire, c'est, bon, sans se lancer dans les grandes interprétations, c'est de dire, ces gens-là, ils avaient un truc avec les canidés. Ça les intéressait pour une raison ou pour une autre, au point que leurs théranthropes sont majoritairement des canidés, au point qu'ils ont inventé et représenté fréquemment des êtres mythologiques qui ont un corps humain et une tête de canidé. Alors, pour aller plus loin, il faut faire un petit peu comme Lévi-Strauss, c'est-à-dire se dire, eh bien, ces gens-là étaient quand même, d'accord, des pasteurs de bovins, puis ensuite de chèvres et de moutons, mais c'est des gens qui étaient chasseurs également, et donc qui connaissaient très très bien la faune. Et donc, ils ont dû regarder le comportement de tous les animaux. Puis quand on voit la qualité des dessins et des gravures, c'est sûr qu'ils ont vu des tas de choses qui nous échappent à nous, quand on n'est pas spécialiste. Hein. Et donc, quels canidés, première question, quels canidés ont-ils choisi pour mettre sur leur théranthrope? Et pourquoi? On peut se dire, s'ils ont choisi ces canidés-là, c'est peut-être que ces canidés-là ont des caractéristiques, une façon de vivre, une éthologie particulière qui a suscité l'intérêt de ces gens. Et donc, je veux vous emmener un petit peu dans cette direction-là. Et après, ce sera fini, promis. Alors, ça fait un bon moment que Gabriel Camps, parce que certains d'entre vous ont peut-être connu ou connaissent de nom, avait repéré que les canidés des théranthropes du Messac, en fait, ne peuvent correspondre qu'à un seul canidé, qui est le lycaon, notamment à cause des grandes oreilles arrondies, qu'on compare souvent dans la littérature zoologique à des oreilles de chauve-souris. Le lycaon, Lycaon pictus, le lycaon peint, hunting dog en anglais, c'est un petit chien, en fait. Je pense qu'il y en a de naturalisés ici, ou des squelettes que vous pourrez voir facilement. Vous verrez que c'est un petit chien, hein. C'est pas un énorme chien, c'est un petit chien.
Et donc, voilà, toujours il est très nettement caractérisé, notamment par ses grandes oreilles arrondies et par le museau molossoïde. Le museau, pas du tout effilé et pointu, un museau qui est plat, comme ça. Et on le voit bien sur les gravures. Voilà, et on voit aussi sur les gravures qu'il vit en groupe. C'est pas un animal solitaire. Hein. Donc là, il y en a 2 qui sont représentés, mais on en connaît aussi des gravures où ils sont 3, 4 en train de faire des trucs ensemble. Voilà. Et les lycaons, dans la nature, en fait, c'est un animal très social. Il vit en meute. Alors, je vais un peu vous présenter sa vie et son œuvre, lycaon, avec quelques images animées. Vous allez les voir. Là, vous allez voir qu'ils sont en meute, qu'ils se déplacent en meute, et ils s'en vont probablement pour chasser. Vous allez voir, je vais mettre le son. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose, mais peut-être. Parce qu'une des caractéristiques du lycaon, c'est qu'il communique, dans le groupe, il communique par une série de vocalisations extrêmement riches. Ce que vous allez entendre, si vous entendez quelque chose, j'espère, je vais mettre le micro dessus, tiens, voilà. C'est pas des cris d'oiseaux, c'est les lycaons. Hein. C'est le canidé qui a la plus riche gamme de vocalisation et qui communique beaucoup comme ça par son. Donc il vit, vous voyez les belles oreilles arrondies, le museau molossoïde aplati. C'est un chasseur. Il chasse en meute. Et alors tous les voyageurs africains, ou du moins les voyageurs en Afrique, mais les Africains aussi le disent, ont été frappés par le fait qu'il est tout petit et il chasse des gros animaux. Un petit chien, bon, il est haut comme ça, hein, voilà. On pourrait croire que, comme, je sais pas, comme les renards ou quoi, il va chasser des lièvres ou voilà, des rats, je sais pas, des écureuils, des animaux de ce gabarit. Non. Il chasse des antilopes, il chasse des zèbres, il chasse même des girafes, il peut même chasser des lions. Il est au sommet de la pyramide des prédateurs. C'est pas le lion, c'est lui, ce qu'on sait rarement. Et donc c'est curieux parce que c'est un petit animal, tout petit. Comment il y arrive? Il y arrive parce qu'il chasse en groupe. Tout seul, il n'y arriverait jamais, évidemment. Il chasse en groupe. Et tous les observateurs sont unanimes pour dire qu'il chasse intelligemment. Il se relaie, il fatigue sa proie, il isole une proie un peu plus fatiguée quand il attaque un troupeau, vous allez le voir tout de suite. Et donc, il a une astuce de chasse qui compense sa faiblesse physique. Et il y a une autre chose qui a frappé tous les observateurs, qui disent qu'il est donc intelligent, et qu'il est cruel. Pourquoi? Parce qu'il dévore ses proies vivantes. Alors c'est vraiment l'horreur des horreurs, j'entends des gens qui font comme à chaque fois, oh, voilà, puis c'est rien à côté du film, je vous garantis, bon, que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que contrairement à certains gros prédateurs, il peut pas tuer ses proies. C'est un petit chien. Alors d'accord, il a des dents, moi je vais pas me faire mordre par un lycaon, hein, c'est sûr, mais si je suis un auroch, bon, ça va faire mal et tout, mais bon, il peut pas me tuer, le lycaon. Il peut pas me tuer. Hein, trop petite dent. Tout. Il n'est pas bien armé. Alors déjà, il est trop petit. En plus, il n'est pas bien armé pour tuer. Et donc, comment il fait? Eh bien, il isole une proie. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui passe par devant. Tous les autres, ils courent, ils se relaient, ils fatiguent la proie, etc. Il y en a un qui, à un moment donné, qui passe par devant et qui bondit et qui saute au museau de la proie et qui lui mord la gueule, comme ça. Et donc, ça provoque un réflexe de tétanisation de l'animal qui est complètement figé, la douleur, comme ça. Et donc, tous les autres arrivent et commencent à manger le ventre. Voilà. Mais parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Mettez-vous à leur place aussi. Bon. Et donc, je vous montre ça.
Et voilà. La nature. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ça a une conséquence supplémentaire, c'est qu'ils ne peuvent pas ramener leur proie. Parce que ça, c'est les mâles qui chassent. Hein. Les femelles et puis les petits, ils restent à la maison. Et donc, comment ils mangent les autres? Un problème, ça. Hein. Et en fait, le lycaon, outre toutes les qualités que j'ai déjà décrites, a une qualité supplémentaire, c'est qu'il a trouvé la solution idéale aux problèmes qui se posent à toutes les sociétés de chasseurs du monde. Dans toutes les sociétés de chasseurs, il y a un problème qui est que ce sont les hommes qui chassent. Et le problème, c'est le partage du gibier. Compliqué. Qui c'est qui va avoir... si c'est un quadrupède, il n'y a que 4 gigots, par exemple. Et voilà, il n'y en a pas pour tout le monde de gigots. Hein. Et donc, voilà, et c'est vrai pour beaucoup d'autres parties. Donc, comment on partage le gibier? Comment on répartit le gibier? C'est pas facile. Est-ce qu'il y a un morceau de roi? Est-ce que celui qui a tué l'animal ou qui l'a vu le premier, il a une part particulière, lui? Et après, les autres qui n'ont pas participé à la chasse, bon, faut bien qu'ils mangent. Donc, on leur donne quelque chose quand même? Bon, il y a des bibliothèques d'ethnographie entières qui sont consacrées à cette question du partage du gibier chez les cultures de chasseurs. C'est un problème très compliqué. Il y a des tas de solutions qui ont été trouvées par toutes les cultures de chasseurs. Solutions très diverses, parfois très compliquées. Lui, le lycaon, il a la solution idéale. Il ne peut pas ramener son gibier, donc qu'est-ce qu'il fait? Il le mange. Il mange tout. Tout ce qu'il peut, du moins. Parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas un énorme ventre non plus, donc ils se bourrent. Vraiment, ils mangent tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Quand ils ne peuvent plus rien manger, bon, ils s'en vont, ils laissent le reste. C'est pas perdu pour tout le monde, hein, bien entendu. Et puis ils rentrent. Et quand ils rentrent, il y a ce que les éthologues appellent le rituel du mordillement de la commissure des lèvres. Les femelles ou les petits qui étaient restés arrivent pour accueillir les chasseurs, repus, avec le ventre, et ils leur mordillent le coin de la lèvre, et ça provoque un réflexe de régurgitation. Ils rendent tout ce qu'ils ont mangé. Ça fait donc un plat, je peux dire. Et donc à ce moment-là, tout le monde mange à sa faim correctement. Voilà. C'est la solution idéale. Pourquoi se prendre la tête, quoi? C'est la solution idéale au grand problème qu'ont étudié beaucoup d'ethnographes chez beaucoup de cultures de chasseurs. Alors je vous montre ça. Voilà. Donc, pour résumer, le lycaon, c'est un chasseur intelligent qui chasse, on dit souvent les auteurs, vous savez, tous les administrateurs coloniaux et autres vieux coloniaux qui sont revenus en métropole ont souvent écrit des livres avec des titres aussi fascinants que « Mes chasses en Afrique ». Et donc c'est très intéressant à lire ces choses-là, parce que dedans, régulièrement, ils parlent de lycaon. Et ils sont tous unanimes pour dire que c'est l'horreur des horreurs et qu'il faut le supprimer, parce que c'est vraiment terrible, les lycaons, quoi. C'est vraiment terrible, terrible. D'abord, c'est un animal qui chasse par plaisir. Insupportable, quoi. Enfin, franchement, bon, pour se nourrir, d'accord, mais il chasse par plaisir, puis intelligemment, tout ça, hein, par plaisir. Et c'est pour ça que le lycaon est maintenant protégé en voie de disparition. Il a été tellement chassé, tellement éradiqué, parce que les gens ont horreur du lycaon, qu'ils le suppriment dès qu'ils peuvent et dès qu'ils le voient, depuis très longtemps. Donc, on a un animal qui est désarmé, qui n'a pas naturellement la capacité de tuer, qui chasse intelligemment, qui chasse par plaisir. Moi, ça me rappelle un autre animal qui est à peu près doté des mêmes caractéristiques. Et je me suis dit, en lisant tous ces récits très barbants de mes chasses en Afrique, etc., j'en ai lu plein, et c'est récurrent, c'est vraiment unanime. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi tous ces chasseurs, tous ces gens, ces Européens, sortis des grandes écoles militaires ou administrateurs, tout ça cultivés, qui faisaient des soirées le soir, etc., pourquoi ils sont à ce point focalisés sur cet animal et pourquoi ils ont systématiquement voulu le supprimer? C'est évident pour moi, c'est qu'ils ont voulu supprimer la concurrence. C'est qu'ils se sont tout simplement identifiés à cet animal. Et donc je me dis que si des gens comme ça se sont identifiés à cet animal, alors quid des hommes préhistoriques?
qui avaient observé aussi, eux, la même chose. Et à ce moment-là, peut-être que j'ai une piste pour comprendre le fait qu'il s'est aussi souvent représenté des hommes à tête de Lycaon pour ce qui s'agit du Messac. Si je compare maintenant ceux du Tassili, ceux de la Tassili, ce sont aussi des théranthropes, mais dans leur immense majorité, ils ont une tête de chacal. Et le chacal, en fait, on peut dire, pour résumer, c'est l'autre du Lycaon. Autant l'un est diurne, l'autre est nocturne, autant l'un est solitaire, autant l'un vit en meute, autant l'un est un chasseur qui chasse d'énormes proies, c'est très impressionnant, et l'autre il chasse des trucs ridicules, ou alors il mange des fruits. Autant il y en a un qui ne fait que japper, autant l'autre est capable d'avoir toute une gamme vocale, etc. On s'aperçoit que non seulement dans la forme, puisqu'il y en a un qui a les oreilles arrondies, l'autre les oreilles pointues, un qui a le museau carré, l'autre le museau pointu, etc., etc., un qui a une grosse queue touffue et une autre une petite queue mince, etc., autant dans leur apparence extérieure que dans leur vie, leur œuvre, eh bien, ils sont l'opposé l'un de l'autre. Alors, mon idée, c'est que il y a eu, probablement, ça je peux pas le prouver, mais c'est probable, ça a commencé au Messac, les gens se sont identifiés au Lycaon. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une culture de chasseurs et que vous cherchez un animal pour vous représenter métaphoriquement, votre culture comme toutes les cultures le font, eh bien, sous la main, il n'y avait qu'un seul animal idéal pour ça, c'est le Lycaon. C'est l'animal parfait pour représenter un chasseur et une culture de chasseurs. Et donc, les gens du Messac, on pourrait quasiment les appeler ceux du Lycaon. Et puis leurs voisins, je pense ultérieurement, selon un processus qui a été décrit par Lévi-Strauss, pour se distinguer, pour affirmer une identité différente, ont aussi choisi un canidé pour élaborer une métaphore de leur propre culture, mais ils ont choisi un canidé qui est tout à fait l'autre, qui est tellement l'autre que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire le chacal. Et je vous remercie. Oui, j'étais très intéressé par le Lycaon. Ma question correspond à cet animal. En dehors des représentations théranthropes, est-ce qu'il y a des représentations de Lycaon Oui, des Lycaons naturels. Voilà, c'est ça. Oui, il y en a. Il y en a, à ma connaissance, il y en a uniquement au Messac, qui sont parfois représentés en groupe en train de chasser. Et c'est sûr que c'est eux, ça peut pas être aucun autre qualité. Là, du coup, ils sont bien représentés avec l'art et la manière dont vous avez vu qu'ils représentent les animaux et qui sont très très bien montrés. On a toute une série de figures de Lycaon en train de courir derrière des grosses bêtes. Ça existe. Voilà. Est-ce que la culture Lycaon, on va l'appeler comme ça serait plutôt des chasseurs, et la culture qui suit, il serait moins chasseur, plus agriculteur, puisque ça suit dans... Agriculteur, non, impossible. Non, impossible. D'accord, merci. Alors, tous sont des pasteurs, hein. Tous sont des pasteurs, tous ont des bœufs, tous ont abondamment représenté leurs bœufs, et même les bovins sont l'animal le plus représenté dans toute la zone, hein, dans tout le Sahara central, dans les deux zones. Hein. C'est des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Mais c'est pas parce que... On a longtemps cru qu'il y a eu une époque des chasseurs sur la rupestre, hein, ou par la rupestre, qu'on voyait une période des chasseurs, puis une période des pasteurs. Ça marche pas. C'est tous des pasteurs, mais c'est pas parce que vous êtes pasteur que vous ne chassez plus. C'est aussi des chasseurs. Ils sont représentés, les actions de chasse sont représentées, il y a des actions de piégeage aussi qui sont représentées de manière indubitable. C'est sûr que c'est des chasseurs, mais ils avaient des troupeaux. Les chasseurs, c'est pas du tout une période. Si à l'échelle du Sahara central, la distribution spatiale est bien comprise, avec la partition entre le Messac et le Tassili, à une échelle plus grande, c'est-à-dire à une échelle plus locale, est-ce que le choix des supports il y a des travaux qui ont montré qu'il y avait des particularités au niveau de la vallée ou du plateau? Oui. Alors, ça a été rarement fait parce que tout ça, ça suppose d'avoir une très bonne base de données géoréférencée. Et donc, presque nulle part au Sahara, on a ça.
Pour le Messac, on l'a. Il y a une base de données qui réunit quelque chose comme 12 000 documents, y compris archéologiques, sites archéologiques, disons unités archéologiques. Voilà. Une unité archéologique, ça peut être un biface, ça peut être une peinture, ça peut être 300 peintures, ou ça peut être un gisement de 3 hectares. Donc il y a en gros 12 000 unités archéologiques repérées au Messac. Donc là, on peut commencer à regarder s'il y a des zones préférentielles pour certains types d'éléments. Et effectivement, oui. Mais donc ça, c'est une autre conférence, mais on peut le faire. Voilà, on peut le faire, montrer qu'au Messac, et du coup peut-être affiner quelque chose qui peut avoir avec la chronologie, parce que si on suspecte que certains de ces éléments ne sont pas synchrones, par hypothèse, et qu'en plus on peut montrer qu'ils ont des répartitions différentes, on peut arriver à des éléments tels que ceux que je vous ai montrés. Chose que je suis par exemple en train de faire pour un type d'image particulier où on peut montrer que, notamment au Messac, elles sont réparties de manière très très significative. Voilà. Mais sur l'ensemble du Sahara, très peu de ces travaux ont été faits. Vous avez fait, donc il y a une comparaison entre deux zones géographiques, Est-Ouest. Je voudrais savoir s'il y a des tentatives de comparaison avec des zones qui se trouvent un peu plus au sud, par exemple sur les contreforts de l'Aïr. Alors, on rejoint le même problème, c'est que pour ça, il faut avoir des bases de données suffisamment bien documentées. Alors, on connaît plein de choses sur l'Aïr, on connaît plein de choses sur le Tibesti, sur l'Enedi, sur le Borkou, toute la frange subsaharienne, enfin la frange sud du Sahara, disons. Mais pas encore assez bien documenté pour qu'on puisse faire ce genre de travail. On peut commencer à avoir des ressemblances, des aires de famille, mais ça reste très vague. Et bon, pour le moment, c'est très difficile d'aller loin, faute de documentation utilisable. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas la documentation, mais elle est souvent répartie chez plein de collectionneurs, de gens, de voyageurs, etc. Et donc, un des travaux qu'on essaye de mener avec l'ARS, par exemple, c'est justement de collecter ces informations avant qu'elles disparaissent. Quelle relation faites-vous avec les peintures et le matériel qu'on trouve éventuellement à proximité de ces peintures ? Et vous dites qu'il n'y a pas de datation, qu'ils ne sont pas chasseurs. C'est bizarre parce qu'au début de la toute première photo que vous avez montrée, on voit une chasse avec des arcs et des lames de pierre polies emmanchées qui courent après un animal. Donc là, on a déjà affaire à un néolithique. Et le Sahara, on sait qu'il y a du paléolithique inférieur, bien antérieur à ce qu'on a en Europe. Alors là, je comprends pas. Vous avez ensuite parlé des pointes de flèches, donc des travaux considérables sur la typologie des pointes de flèches. Les pointes de flèches, que je sache, sont pas faits pour cultiver des graines. Moi, je connais des gens au Soudan qui actuellement utilisent leurs arcs et leurs flèches pour saigner leurs bœufs. C'est pas parce qu'on a un arc et une très belle flèche qu'on est un chasseur. On peut être un guerrier aussi. On peut être des tas de choses. Et il faut surtout se garder d'une interprétation immédiate, comme ça, des choses. C'est pas parce qu'on a des arcs qu'on a des chasseurs. C'est l'erreur qui a été faite par tous les auteurs jusqu'à maintenant. Une des erreurs. Et en plus, parler d'un néolithique au Sahara, ça se discute. Disons, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que on a plutôt un épipaléolithique à poterie. Oui, on fait une grosse différence entre un objet qui a été taillé poli et d'un objet qui est taillé par éclat. Oui, les premiers objets poteries, les premiers objets polis apparaissent 20 000 ans avant notre ère, à ma connaissance. Les premières haches polies, les haches polies les plus anciennes, c'est 20 000 ans avant notre ère. Donc le fait du polissage, c'est pas du tout un critère de reconnaissance du néolithique. Lire l'article d'Antiquity de Jean-Michel Geneste et al. Sur une découverte, mais on en connaissait déjà d'autres du même créneau. Il y a des haches polies qui ont 20 000 ans. Donc le polissage, il est connu. Ce qui change au néolithique, c'est pas le fait. On connaissait aussi longtemps avant le néolithique l'art de faire cuire de la terre. Ce qui change, c'est l'usage qu'on en fait. C'est pas du tout un critère, l'objet en lui-même. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi un autre usage des pointes de flèche quand on est un pasteur, c'est pour protéger son troupeau contre les prédateurs. Et oui. C'est pas parce qu'on a des pointes de flèche qu'on a des chasseurs. Mais bien sûr. Il faut regarder la documentation ethnographique. Moi, je ne sais pas. Si vous le savez, vous êtes très fort, mais je ne sais pas. Je ne sais pas reconnaître des gens qui sont chasseurs ou pasteurs rien qu'en regardant des pointes de flèche. Bon, de ce que j'ai compris, il y a donc 2 zones géographiques. Ce que j'ai pas très bien saisi, c'est s'il y avait une grosse période de cohabitation ou pas dans le temps. Et s'il y a eu cohabitation, on voit une zone de fracture, de frontière. Est-ce on a constaté une genre de porosité entre les deux styles, je sais pas, un échange ou quelque chose comme ça?
Il y a justement une porosité, notamment dans le matériel lithique. D'accord. Dans les vestiges lithiques, dans la céramique. Là, il y a à la fois des choses qui distinguent les deux zones, et il y a à la fois des choses qui sont communes. On a quand même l'impression, ça dépend, c'est comme si on regardait une photo avec une résolution différente ou avec un zoom différent. Si on regarde de loin, on peut faire un ensemble, parce que surtout si on le compare au reste, on voit bien que c'est différent du reste et ça fait un ensemble. Et si on se rapproche et qu'on zoome et qu'on regarde de plus près, on s'aperçoit que cet ensemble, en fait, c'est pas si simple. Il forme pas un ensemble homogène, que dedans, on peut séparer des groupes. Voilà. D'accord. Merci.